Jack London, Martin Eden, chapitre 2. Plus tard au piano, elle joua pour lui, contre lui pour ainsi dire, agressive, avec la vague intention d'agrandir l'infranchissable abîme qui les séparait. Elle lui assénait sa musique, brutalement, comme un coup de gourdin. Mais s'il en fut étourdi, presque écrasé, il n'en fut que plus surexcité. Avec une stupeur respectueuse, il la contemplait. Certes, dans son esprit aussi, l'abîme s'élargissait, mais plus vite encore montait en lui l'ambition de le franchir. Il était d'ailleurs d'une sensibilité trop complexe pour contempler cet abîme toute une soirée, surtout en écoutant de la musique. Il y était remarquablement sensible. Comme un alcool, elle s'emparait de son imagination, enflammait ses sens et l'emportait au-delà des hideurs de la vie, dans un infini vaporeux où son esprit volait. La musique qu'elle jouait, il ne la comprenait pas. Elle ne pouvait se comparer au vacarme du piano des bals publics, ni aux bruyants orphéons de village qu'il avait entendus. Ses lectures lui avaient vaguement fait pressentir l'existence de ce genre de musique. Il l'écoutait religieusement, content d'abord des motifs simples et faciles, surpris ensuite quand ces motifs s'arrêtaient. Au moment précis où il en avait compris le rythme et où son imagination s'envolait à leur suite, un chaos de sons les engloutissait, et son imagination, découragée, retombait lourdement sur la terre. Un instant, il crut que tout cela était fait exprès pour le rebuter. Il se rendit compte de l'antagonisme qu'elle provoquait et s'efforça de deviner le langage des mains sur le clavier. Puis, cette idée lui paraissant impossible, indigne d'elle, il la chassa et se laissa charmer par la musique. De nouveau, son esprit s'envola, libéré de son enveloppe charnelle. Devant ses yeux et au-delà, resplendissait une triomphale lumière. L'entourage extérieur disparut et il partit vers les mondes inconnus. Il vit des rives étranges inondées de soleil, des campements sauvages et inexplorés, s'enivra de l'arôme épicé des îles, tel qu'il l'avait respiré, certaines nuits brûlantes, en mer. Il longea des côtes désertiques par des après-midi tropicaux, et du miroitement des flots turquoises émergeaient des îlots de corail couronnés de palmes. Les images se succédaient à un rythme accéléré. Tantôt il montait un cheval sauvage et galopait à travers un désert féerique. L'instant d'après, du sommet d'une montagne, il contemplait, sous une chaude lumière papillotante, le sépulcre blanchi de la vallée de la mort. Ou bien il ramait sur l'océan arctique, parmi les grandes banquises étincelantes au soleil. Ou encore il se revoyait par une chaude nuit de parfums voluptueux, couché sur le sable satiné d'une plage bordée de cocotiers. À la lueur fantastiquement bleue d'une épave en flammes, les houlas dansaient sur des airs de chants d'amour barbares, au son de cliquetants ukulélés et de sonores tam-tams. À l'horizon, un volcan se profilait contre le ciel étoilé. Au-dessus de lui brûlait un pâle croissant de lune, et tout là-bas, la croix du Sud. Il vibrait comme une harpe. Les échos de sa vie passée en étaient les cordes. Le flot des mélodies qui passaient comme une brise à travers les cordes en faisait chanter les souvenirs et les rêves. La sensation ne le possédait pas uniquement. Elle revêtait des formes, des couleurs, des rayonnements, et les ardeurs de son esprit se contredisaient d'une façon magique. Le passé, le présent, l'avenir se confondaient. Il voguait par-delà les vastes mondes,
À travers aventures et nobles actions, il voguait vers elle, puis avec elle, conquise, il la saisissait dans ses bras et continuait son vol, emporté par sa fantaisie triomphante. À la dérobée, elle le regarda et vit quelque chose de tout cela sur son visage transfiguré, où les grands yeux rayonnants semblaient voir bien au-delà de ce qu'elle jouait, la course et le bondissement de la vie et tous les rêves merveilleux de l'imagination. Elle fut saisie. Le rustre, le marin vulgaire, avait disparu, bien que les vêtements mal coupés, les mains abîmées fussent toujours là, mais il semblait être le déguisement terrestre d'une grande âme, condamnée au silence par la faute de ses lèvres inhabiles. En un éclair, elle vit tout cela, puis le rustre reparut à ses yeux, et elle se moqua d'elle-même. Cependant, l'impression de ce bref éclair lui resta, et quand Martin Eden effectua son départ, aussi maladroit que son arrivée, elle lui prêta 2 volumes de Swinburne et de Browning. Elle étudiait Browning en ce moment. Debout devant la jeune fille, tout rouge et balbutiant ses remerciements, il avait tellement l'air d'un grand enfant timide qu'une onde de pitié maternelle l'envahit. Elle oublia le rustre, la grande âme déguisée, l'homme dont les regards avides l'avaient effrayée et ravie. Elle ne vit plus qu'un enfant qui lui serrait la main d'une poigne calleuse aussi dure qu'une râpe et qui disait maladroitement « La meilleure soirée de ma vie. Je ne suis pas habituée à ce genre de choses, vous comprenez ?» Il regarda autour de lui comme pour appeler à l'aide. « À des gens comme vous autres et à des maisons comme celle-ci, tout ça est nouveau et ça me plaît. »« J'espère que vous reviendrez, dit-elle, pendant qu'il prenait congé de ses frères. Il enfonça sa casquette sur sa tête, gagna précipitamment la porte et disparut.